L'Iran avait bien accéléré le rythme de production de ses réserves d'uranium enrichi à 60%, seuil proche des 90% nécessaires pour fabriquer une arme nucléaire. C'est ce qu'on comprend dans des données qu'ont publiées hier l'AFP, des données qui viennent d'un rapport confidentiel de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Thierry Coville, bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRI, spécialiste de l'Iran. Ce que ça nous dit, ces chiffres, c'est qu'avant l'attaque américaine sur les infrastructures iraniennes, l'Iran avait bien avancé dans son projet d'arme atomique. Oui, alors, ils avaient avancé dans leur programme d'enrichissement d'uranium à 60%. Toute la grande question, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire il n'y a pas de preuve que l'Iran ait effectivement soit passé au stade de militarisation de son programme. Mais c'est vrai, ça confirme ce qu'on savait. Par contre, depuis, on ne sait rien, on ne sait pas où en est l'Iran, on n'a plus d'observateurs sur place, de chiffres clés. Alors, après la guerre avec Israël, le Parlement iranien a voté la suspension de la coopération avec l'AIEA. Donc, toute la grande question est là. Enfin, ça fait partie des 3 conditions que les Européens ont posées pour repousser l'application des sanctions des Nations Unies. Donc, effectivement, je lisais une déclaration de Raphaël Grossi ce matin. Il est en train de négocier avec l'Iran pour effectivement envoyer des inspecteurs sur place pour savoir exactement où est-ce qu'on en est au niveau de l'enrichissement d'uranium en Iran. Annalisa. Parce que si on arrête de coopérer, si les Iraniens refusent de coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est la route toute tracée vers l'arme atomique? De nouveau, c'est pas aussi simple que ça. C'est vrai que, faut rappeler pour les téléspectateurs, pour fabriquer une bombe atomique, il faut de l'uranium enrichi à 90%. Alors effectivement, l'Iran enrichi à 60% s'en rapproche. D'un autre côté, ça peut être une stratégie suivie par l'Iran depuis quelques ans ils n'ont pas beaucoup d'armes en termes de négociation. Donc en fait, le message, c'est aussi un message qu'ils envoient notamment aux Américains. Vous ne faites rien, vous ne levez pas les sanctions, vous ne venez pas négocier avec nous. Regardez, on continue à progresser et effectivement, on s'approche d'un seuil qui nous permettrait éventuellement de fabriquer une bombe atomique. Donc ça serait une menace en fait, plus qu'une réalité. Écoutez, moi je suis à Paris. Non mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Vous êtes plus spécialiste que nous. Oui, mais par exemple dans cette guerre, il n'y a aucune preuve. Il n'y a pas un service secret qui est capable de vous dire j'ai la preuve que l'Iran soit passé à la militarisation du programme. Ouais. Parce que c'est pas simple, militariser un programme nucléaire, ça prend du temps. Donc l'Iran, effectivement, par contre, on sait, là, ce dont on est sûr, c'est que l'Iran enrichit l'uranium. Ils ont 400 kilos, effectivement, on parle de 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, qui effectivement donnerait de nouveau le potentiel pour fabriquer, là, je ne sais pas, 2 ou 3 bombes atomiques. Donc on est à cette question. On est sûr qu'ils enrichissent l'uranium à un niveau élevé, ça c'est vrai. Sur les sanctions européennes, là on est sur un compte à rebours. Il y a cette date du 18 octobre avec des échéances sur des sanctions potentielles. L'Europe est plutôt offensive désormais sur cette question. Alors, en fait, ce n'est pas les sanctions européennes, c'est une disposition de l'accord de 2015 qui donne la possibilité, si un pays signataire n'est pas content, considère que l'Iran n'a pas respecté l'accord, il peut réappliquer toutes les sanctions des Nations Unies et il n'y a aucun pays, même le Conseil de sécurité des Nations Unies, ne peut s'y opposer. Donc c'est ce que l'Europe vient d'enclencher. Donc il y a un mois, si vous voulez, s'il n'y a aucun accord n'est trouvé, ces sanctions des Nations Unies seront réinstallées dans à peu près un mois. Effectivement, alors, on peut discuter. De nouveau, ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il faut rappeler, l'accord est signé en 2015, l'Iran le respecte. Donald Trump en sort de manière unilatérale en mai 2018. On peut aussi dire que les Européens, à partir de là, arrêtent d'acheter du pétrole à l'Iran, donc participent au fait que l'accord ne soit pas respecté. Donc l'Iran réagit, et on vient d'en parler, ils ont réagi en passant, avec l'accord, ils avaient un taux d'uranium enrichi à 3,7%, on vient d'en parler, maintenant ils sont à 60%, donc ils sont près du seuil. Tout ça, c'est pour lever les sanctions, en fait, c'est pour que l'Iran normalise ses relations commerciales, c'est ça derrière l'objectif? Des Européens, je pense... Les Européens, à mon avis, ils essayent d'exister dans ce dossier, parce qu'on voit très bien, avant la guerre entre l'Iran et Israël, il n'y avait que des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Donc ils sont quand même un peu écartés du dossier. Donc ils ont cette possibilité, à mon avis, ils jouent cette carte pour mettre la pression sur l'Iran. Bon, est-ce que ça va marcher? L'Iran est quand même un pays qui réagit, on va dire entre guillemets, plutôt mal à la pression. Donc on va voir effectivement si le pouvoir iranien comprend que voilà, là il faut vraiment qu'il négocie, notamment avec les États-Unis. Annalisa. Il y a la question de l'efficacité de ces sanctions aussi. L'Iran a énormément d'autres partenaires, notamment la Chine, la Russie. Est-ce que vraiment des sanctions européennes, occidentales peuvent arrêter les Iraniens? Alors là, je veux dire, il y a déjà
énormément de sanctions, notamment américaines. Donc c'est difficile de faire plus. Là, effectivement, c'est plutôt les sanctions des Nations Unies. Alors je pense qu'il n'y a pas vraiment de portée économique parce que, si vous voulez, ça concerne plutôt le programme balistique et le programme nucléaire iranien. Donc ça donne le droit à n'importe quel membre des Nations Unies de contrôler une cargaison qui va vers l'Iran. Ça peut les gêner sur le plan économique, mais c'est surtout sur le plan politique. Parce que l'Iran avec ses sanctions, n'a plus le droit d'enrichir l'uranium. Et l'Iran, quelque part, se retrouve au banc des nations. Il y a certains qui disent en Iran, c'est dangereux parce que ça peut légitimer une nouvelle attaque israélienne. Ils considèrent que l'Iran ne respecte plus aucun règlement des Nations Unies. Le braquet là est désormais, le braquet médiatique est plus reparti sur l'Ukraine. On parle moins de la situation entre l'Iran et Israël, mais Israël continue d'être assez offensif. Il y a eu cette histoire d'espionnage de satellites d'observation militaire qui est envoyé avec l'objectif affiché d'espionner l'Iran. De toute façon, du côté iranien, ils sont persuadés, enfin beaucoup d'Iraniens et beaucoup de dirigeants pensent que la guerre va reprendre. Donc pour eux, il y a eu un arrêt des combats, c'est le feu si vous voulez, mais d'ailleurs, il faut voir dans leur réaction, comprendre leur réaction, notamment leur réaction avec l'AIEA, la guerre peut reprendre. Donc quelque part, ce qu'ils disaient, c'est qu'on n'est pas forcément prêt à être très transparent avec l'AIEA, parce qu'il nous garantit que toutes les informations qu'on vous donne ne vont pas être transmises à nos ennemis, notamment Israël. Donc il y a vraiment le sentiment en Iran que la guerre peut reprendre n'importe quel jour. Merci beaucoup Thierry Coville d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie pour parler de l'Iran et cette question nucléaire.